Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Couchbase. On va s'intéresser dans cette quatrième vidéo dédiée à Couchbase à l'installation d'un nœud, tout simplement, d'un serveur Couchbase. Moi, on va le faire, alors pas forcément suivant les préconisations, mais on va le faire sur une VM, parce que voilà, je fais toutes mes installations quasiment sur laptop. Alors, de base, déjà, voilà, Couchbase annonce un petit peu la couleur sur des spécifications, et effectivement, pour obtenir un produit qui permet d'avoir de la basse latence, de fortes écritures, fortes performances en lecture, en recherche, etc., bien sûr, il faut avoir autre chose qu'un laptop. Les spécifications de base, on va dire, le minimum, c'est 4 Go de RAM, avec une recommandation de 16 Go de RAM pour un serveur Couchbase. Néanmoins, voilà, ce qui est mentionné dans la doc, c'est qu'on peut aussi l'utiliser à 1 Go de RAM, sachant que voilà, ça, c'est simplement si on fait du développement, du testing de l'outil, alors non pas sur des tests de performance pour évaluer la performance de l'outil, mais simplement pour voilà, voyager à travers l'outil, comprendre un petit peu comment il fonctionne. Au niveau du processeur, une recommandation à 2 GHz, mais plutôt 3 GHz. On peut fonctionner à 2 GHz, mais c'est plutôt recommandé d'avoir 3 GHz et d'avoir 6 cœurs, surtout si on fait du cross data center replication. Ensuite en volumétrie, alors là bon ça veut pas forcément dire grand chose si ce n'est surtout avoir du SSD, voilà, ça c'est hyper important, et surtout ne pas utiliser bien sûr du NFS et du CIFS, avec une recommandation minimum de 8 Go. Bon, je pense que la volumétrie c'est pas trop le souci de toute façon quoi. Et derrière, c'est un moteur de base de données qui fonctionne aussi bien sur Linux, Microsoft et macOS. Sur Linux, on le retrouve sur SUSE, sur Red Hat, sur Debian, Ubuntu. Voilà, pas de souci de ce côté-là. Par ailleurs, donc vous voyez un petit peu l'outil dans lequel on se situe. Le but c'est de distribuer large, etc. Donc il y a aussi des recommandations, des préconisations si on veut faire un cluster de moins de 3 nœuds, ce qui est bien sûr pas trop souhaitable ou recommandé. Après on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a, c'est possible, mais voilà, il y a quelques petites recommandations un petit peu plus spécifiques quand on est sur des petits clusters Couchbase. Alors l'installation, il y a aussi quelques éléments, donc vous pouvez retrouver tout ça sur la documentation Couchbase. En gros, donc sur la documentation, si on s'y rend, si vous faites une recherche sur Couchbase, au pire vous tombez sur cette page d'accueil qui est plus commerciale. Au mieux, vous pouvez tout simplement vous rendre sur la doc ici, vous cliquez sur doc, et là, dès lors que vous allez sur la doc, vous pouvez cliquer sur serveur, get started, vous cliquez sur serveur, et sur serveur, vous allez trouver ici un volet dédié à l'installation. Donc si on clique sur installation, vous allez retrouver plein d'éléments, notamment les requirements, et c'est là où vous allez pouvoir retrouver toutes les préconisations un petit peu en matière de hardware et autres concernant Couchbase. Ensuite, vous retrouvez ici à gauche, donc là bon, c'est peut-être écrit un peu petit, mais l'installation pour Linux, pour Windows, pour macOS, vérifier l'installation, startup, shutdown, uninstall. Donc vous retrouvez vraiment les différentes étapes importantes à avoir en tête. Si on clique sur installation Linux, ici on va retrouver donc les différentes versions, donc du Red Hat, de l'Ubuntu, du SUSE, de l'Oracle Enterprise, de l'Amazon Linux. Nous on est sur l'Ubuntu Debian, et sur l'Ubuntu Debian, on va retrouver voilà le process d'installation, les minimum requirements, etc. et les procédures aussi d'upgrade, très important. Alors, donc pour commencer, comment on va s'y prendre? Donc il y a dans les choses importantes à retenir du NTP, donc c'est important, on est sur un cluster, on est distribué, donc bien sûr il faut que les serveurs en termes de temps soient relativement synchronisés. Deuxième chose, c'est que Linux par défaut utilise le
THP, donc Transparent Huge Pages, qui permet de l'affectation de blocs mémoire contigus. En l'occurrence, Codebase n'aime pas ça, et donc l'idée c'est de le désabler. Et également, bien sûr, est très important, et je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites sur le Swapiness. Très important, avoir un Swapiness. Alors j'ai mis, ouais, alors là c'est pas un supérieur, j'aurais dû mettre plutôt égal, égal à 1, voire pour certaines versions à 0. Voilà, donc l'idée c'est de laisser Codebase gérer la partie swap et utiliser au maximum la RAM, bien sûr, puisque on est en memory first, etc. Alors une autre page qui est très intéressante aussi, donc vous voyez qu'on ne s'intéresse pas qu'à l'installation. Cette page, elle permet de lister les différents ports utilisés et pour quels services également sont utilisés ces ports au niveau de Codebase. Nous, on va principalement utiliser le 80-91. Néanmoins, voilà, il y a vraiment beaucoup de ports qui sont utilisés. Donc, si vous avez des règles firewall un petit peu étroites, eh bien, vous allez retrouver ces éléments-là. Et l'autre élément qui est important, c'est que pour différents, vous allez pouvoir savoir pour différents services comment c'est utilisé. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. C'est pas toutes les technos qui vous rentrent autant dans le détail. Souvent, on a la liste de quelques ports. Là, il y a quand même pas mal de détails. Donc ça, c'est assez sympa. Et bien donc, maintenant, on va s'intéresser à l'installation. Alors, de base, nous, on va pas le faire comme ça, mais de base, le process, il est le suivant. En tout cas, on peut le faire de cette manière-là, sur Debian notamment. Donc, on télécharge un point .deb, qui est une sorte de... Alors, c'est pas un meta package tout à fait, c'est un package qui va simplement installer le dépôt Codebase, et ensuite on fait un apt update, bien sûr, pour se remettre à jour. Et derrière, ensuite, se pose une question de choix. Soit on choisit d'installer un serveur d'Enterprise Edition, soit un serveur de Community Edition. Donc si on est en... alors, est-ce que je vais vous le retrouver? Pas certain. Normalement, on le retrouve assez facilement. Get started, non, je l'ai pas là. Alors, on va se le retrouver. Free download, je pense qu'on doit être là. Hop, voilà. Donc ici, si on clique donc sur Free Download et ensuite qu'on va sur Codebase Server, ce qui est important à retenir, c'est que la version Enterprise Edition, hein, vous voyez ici, donc bien sûr, c'est une version qui est payante, sauf dans les cas particuliers, les exceptions, d'un besoin d'utilisation, d'installation pour évaluer l'outil, soit pour du développement, soit de manière limitée en matière de testing en pré-production. Sinon, c'est payant. Donc l'avantage de ça, c'est que voilà, vous avez quelque chose qui a accès illimité à tous les services. Et sinon, bah voilà, vous reposez sur la Community Edition. Il y a quand même un petit delta entre les deux, hein. Une fois qu'on a pris goût en fait à l'Enterprise Edition, c'est quand même assez délicat de rebondir, de repasser sur de la Community Edition. On n'a pas la grille est quand même un petit peu plus difficile à accepter, sur de l'authentification, sur les services et le niveau des services qu'on utilise. Donc voilà, c'est bon à savoir également. Donc pour l'installer, soit Codebase Server pour l'Enterprise Edition, soit Codebase Server Community pour la Community Edition. Alors attention, celui-ci ne marche pas forcément. En tout cas sur Debian, a priori, il ne marche pas à l'heure actuelle. Néanmoins, vous pouvez procéder comme on va le faire tout de suite. C'est-à-dire que moi là je vais utiliser la bêta, mais pas forcément que pour la bêta, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez télécharger ici, hop là, ça, un petit coup de pub pour la chaîne. Vous pouvez télécharger, vous voyez ici, les versions différentes versions. Nous on va travailler sur de la 7 parce que voilà, c'est la bêta, c'est à venir, et le temps que les vidéos se publient, etc., autant se mettre au goût du jour, suivant les versions d'OS, et vous pouvez download le paquet. Donc nous ce qu'on va faire, on va télécharger, alors là j'ai mis la Community Edition, mais on va télécharger en fait l'Enterprise Edition. Je n'ai pas voulu mettre le lien directement. On va donc ici j'ai rien, j'ai juste un get docker. Alors
on va récupérer le petit bout qui manque, celui-ci, hop. Donc c'est assez simple du coup à télécharger. Nous on est en Enterprise, donc on n'est pas en Community. Hop, Enterprise, on veut, et on télécharge. Donc c'est parti, normalement. Alors là on est sur de la 7.0 en version bêta pour de l'Ubuntu 20.04. Exactement. Donc là on va attendre tout simplement qu'il nous rende la main. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va faire un dpkg-i pour l'installation. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, ça devrait bien se passer. Alors après, ouais, ça doit prendre un petit peu de taille. Voilà. Donc, si on regarde, voilà. Donc là, on a quelque chose qui fait au total 405 mégas. Voilà, c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. Donc sudo dpkg, mais vous allez voir que finalement ça peut être un petit peu gros, mais c'est quand même bien pratique parce que finalement on se retrouve avec un produit directement installé. Donc là dpkg-i et c'est parti. Alors vous voyez qu'il check les requirements. Nous, alors je vous ai pas dit, mais pendant l'installation, je peux vous le dire, on est sur une VM qui a 4 Go de RAM quoi en fait. Donc là oui, on est à proximité de 4 Go de RAM. On est à 4 cœurs, vous voyez, sur cette VM là. Sur les autres VM, on fera pareil, je pense. Il nous avertit, vous voyez, qu'on a le swapiness qui n'est pas set à 0, donc on devrait le setter à 0. Et le THP, ouais, le Transparent Use Pages, hop là, qui est active et qui devrait pas l'être. Voilà. Donc ça c'est quelque chose. Alors ça se fait assez simplement. Hein, moi je vais pas le faire là, mais vous avez la procédure donc dans l'install. Hop, si on revient sur la 7, si on retourne donc sur installation Linux, on est sur Ubuntu Debian et alors on va le retrouver normalement. Où est-ce qu'il est, minimum requirements, je pense. Voilà, CPU, additional requirements. Voilà. Non, c'était pas ça. Bon, je vous laisse le retrouver. Normalement, on doit le trouver facilement. Installation, hein, verify. Non, c'est pas verify. Non, c'est pas ça. Normalement, ils fournissent la procédure. On doit la retrouver. Système. Additional. Non. Supported. System Resource Requirement. Non. Il y a vraiment beaucoup de... Voilà, Disable THP. Donc, c'est dans Deployment Guidelines. Disable THP, par exemple, ici. Donc là, on va éditer l'init et on va lui placer un script qui permet de disable le THP. Et puis, vous avez pareil. Quoi, après, le swapiness, c'est vraiment très simple. Hein. Je vous ai déjà fait des vidéos dessus. Voilà. Alors ensuite, donc là, du coup, on a un Couchbase. Moi, j'ai une IP. Donc c'est cette IP là. On va se connecter dessus. Hop, voilà. On va retourner là. Et là, hop, 80-91. Pas en HTTPS. Hop, malheureux. Voilà. Et là, on arrive sur notre serveur. Qui est donc en mode de serveur pour l'instant. On n'est pas vraiment en mode cluster. Même si on va créer un cluster, on n'est que sur un seul nœud. Si on rajoutait un autre nœud, donc on verra comment on crée un cluster en rajoutant des nœuds. À savoir que tout ce qui est sur Couchbase, globalement, on peut le faire soit par l'interface graphique, soit par la ligne de commande, soit par l'API. Ça, c'est quelque chose qui est important, et dans les documentations, c'est extrêmement bien fait. C'est que vous avez la page, quand vous avez par exemple la page de création du cluster, vous allez avoir l'interface graphique d'abord, ensuite la ligne de commande, et vraiment tous les éléments dedans avec toutes les options. Là, on va faire Setup New Cluster. Donc là, on va définir un nom de cluster. On peut mettre, je sais pas, Xavsky Cluster, par exemple.
cluster. Là, administrateur, on va mettre Xavki, tout simplement. Et le password. Alors là, faut pas que j'oublie parce que moi je suis le champion pour oublier les passwords. Quoique non, on va le faire comme ça. On va se le faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas bien du tout, mais voilà, quand on fait du test. Toc. Ici, on accepte, configure disque 1, accepte condition. Là, on peut partager ou pas. Voilà. Et ici, donc on a la configuration de notre, le setting de notre cluster, et non du bucket, hein, on est vraiment à l'échelle du cluster. Et par défaut, il nous propose déjà une petite configuration qui nous permet d'utiliser l'intégralité du cluster, des ressources qui sont disponibles. Donc par défaut, nous on va laisser tout cocher. Vous voyez que ça veut dire qu'on utilise tous les services, y compris donc les backups, l'eventing, le search, l'index, le query et le data. Les plus importants étant, pour commencer, pour débuter, le data, le querying, l'index. Et après le reste c'est quand même des utilisations relativement spécifiques. Au passage, vous remarquez que la RAM, donc là on parle de la RAM qui est affectée, donc là on est en méga, hein, qui est affectée par service et par nœud. Ça veut dire que là pour l'instant je n'ai qu'un nœud. Si j'ai un autre nœud, j'aurai toujours la même RAM d'indiquer ici, mais x2 finalement pour le cluster, puisqu'en fait c'est une allocation par nœud. Vous voyez que là, du coup, au final, on se retrouve à utiliser la totalité. Que dire d'autre à ce stade-là? Alors, si vous voulez modifier l'endroit où sont stockés les datas, là, vous voyez que vous pouvez très bien le faire ici pour changer le stockage de varlib Couchbase. Alors, attention, c'est OPT Couchbase, varlib Couchbase data, très important. Pour les index, donc la localisation aussi peut être spécifique. Voilà, que dire d'autre? C'est plutôt pas mal. Donc on va sauvegarder. Alors, insuffisance de mémoire. Ah ouais, ok, parce que effectivement j'ai pas pu tout mettre. Alors c'est pas grave. Ici nous on va se mettre sur 1024, ce qui sera déjà pas mal. Et on sauvegarde. Voilà. J'ai dû louper un truc. Alors en même temps on n'est pas obligé de mettre tout. On est à 3148 et qu'est-ce qu'il nous dit? Ah non, on a 3148 de disponibles et on est à 3245, donc je suis encore un petit peu large. Ici on peut mettre 256, allez on va passer à 256. Et là on est bien, on est à 2989, donc on sauvegarde et on indique finish. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas de bucket, hein, donc on part pas loin. Si je teste, je me déconnecte, je me reconnecte en tant que Xavki et hop, mon password, toc, voilà, et j'arrive sur mon Couchbase. On verra plus tard un petit peu la navigation dans l'outil, donc c'est quelque chose qui est assez fluide, assez facile à utiliser. Vous voyez que si on clique sur serveur, on a notre premier serveur qui est enregistré. Alors tant qu'on n'a qu'un seul serveur, on a son nom va être référencé plutôt à 127.0.1. Et quand on en rajoutera d'autres, là le nom va être vraiment identifié formellement à partir du hostname. Vous voyez ici ensuite, donc déjà on découvre des choses assez sympas. On verra la notion de groupe qui permet d'utiliser le rack awareness. Voilà, là le failover est grisé. Pourquoi? Parce qu'on est sur un seul nœud, donc on ne peut pas faire de failover à partir d'un seul nœud. Et vous voyez qu'en haut ici c'est indiqué bêta. Donc on est bien sur le bêta, et donc c'est bien indiqué, comme on est en bêta, ce n'est pas supporté et ce n'est pas utilisé en production. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.